Bonjour Christophe, comment tu vas? Bonjour Nicolas, très bien, merci. Une visite que tu vas nous faire en personne, parce qu'il faut rappeler quand même que Christophe est président de Bugatti depuis un an, et tu vas nous faire une petite visite guidée de cet atelier juste magnifique, parce que tu viens de me le montrer pendant quelques minutes, et je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. On y va? C'est parti. Alors ce qui est bien, c'est que là on peut tout filmer. Les voitures qu'on ne peut pas filmer, elles sont cachées. Donc on voit quelques bijoux pour les plus connaisseurs. Cette magnifique Santodieci avec jantes or et un bleu turbo magnifique. Mais juste à côté, on a une version... c'est une Pure Sport. Une Pure Sport. On va terminer la semaine prochaine. C'est un coloris plus agressif avec le mat et l'orange. C'est déjà plus tranchant. Comparé à des voitures plus classiques comme celle noire là qu'on a là-bas avec un intérieur Havana par exemple. Alors en fait ici, ça correspond à quoi cet espace qu'on retrouve ici? Alors c'est un espace tampon. On se mélange des voitures terminées, des voitures en cours. C'est le seul parking qu'on a sur le site et on ne veut pas les faire coucher dehors. Ok, moi je comprends. Sur le site, donc cet atelier fait 1500 m². D'accord. Et c'est ici que toutes les Veyron et toutes les Chiron et ses dérivés ont été produits maintenant depuis 2006. Donc il faut savoir qu'il y a 22 employés qui assemblent les véhicules alors qu'on a 140 employés à peu près sur le site. La spécificité, c'est qu'ici on n'a pas de ligne d'assemblage. On ne fait pas de pièces non plus nous-mêmes. On achète les pièces d'un peu partout en Europe. J'ai des fournisseurs qui ont vraiment un savoir-faire pour chaque spécialité, on va dire, que ce soit le carbone ou les pièces usinées, les pièces traitées mécaniquement, etc. Et donc tout le but du jeu, c'est de faire venir toutes les pièces du Lego ensemble au bon moment. Et les assembler. On met à peu près 2 mois à assembler un véhicule de A à Z sur le site. D'accord, entre le moment où il n'existe même pas et le moment où il est terminé. C'est ça, entre le moment où on pose le monocoque sur l'un des 3 box et le moment où ça passe dans le tunnel de lumière et je valide la livraison. Parce que tu valides directement la livraison, il faut le savoir. Tu vas nous l'expliquer dans quelques instants, il y a une inspection finale et c'est toi qui t'en occupes. À la fin, c'est moi le dernier qui signe. Voilà. D'accord, continuons. On continue. Alors on va aller sur l'un des 3 box d'assemblage où là on assemble vraiment le châssis de A à Z. Là c'est un véhicule qu'on a commencé cette semaine. D'abord en premier le monocoque qui vient d'Italie, qui arrive déjà peint. Ici on a aussi un partenaire qui fait la prestation de peinture. Et cette voiture on reconnaît tout de suite, elle va partir aux USA parce que là on a les éléments de crèche qui sont spéciaux. Ouais, sur le côté, ça c'est spécifique aux US. La voiture va être verte du coup ou... C'est ça, verte et carbone visible. Carbone visible aussi, également. Donc là, ça, c'est vraiment la toute première étape. Toute première étape, on va commencer à mettre les différents faisceaux électriques, commencer à monter le système de clim, faire les différents assemblages nécessaires au sein du monocoque. Mais en parallèle, on va également monter le cadre arrière avec le groupe motopropulseur. Donc la boîte de vitesse. Voilà, alors on retrouve la boîte de vitesse dédiée à Bugatti qui arrive d'Angleterre avec derrière le moteur, notre fameux W16 de 8 litres de cylindrée. Celui-ci, il fait 1500 chevaux. La voiture, c'est l'une des Bugatti les moins rapides au niveau vitesse maximum. Elle est bridée à 380 km/h. Mais par contre, c'est la plus rapide sur circuit parce que elle est faite pour le dynamisme. D'accord, ok, très bien. Donc là, en fait, on ne se rend pas compte quand on regarde la voiture de l'extérieur, mais lorsqu'on voit le groupe motopropulseur avec la boîte, c'est quand même énorme. Là, on est sur un bloc. Le moteur pèse environ 400 kg, c'est ça? Ouais, 450 kg et avec la boîte et les différentiels, on arrive à 650 kg de groupe motopropulseur en tout. Et c'est un moteur et une boîte à carter sec. Donc intégré dans les longerons, on a notre réservoir d'huile. De ce côté-là, huile de moteur, de l'autre, huile de boîte de vitesse. Et le cadre arrière est exclusivement en carbone. Et on voit le système de suspension. Voilà. Je dirais qu'on a une suspension classique avec vraiment un ressort. Mais ce qui est moins classique, c'est le haut. C'est un système hydraulique qui va permettre de changer la hauteur de caisse en fonction de la vitesse à laquelle on roule. L'assemblage du châssis, ça va prendre à peu près une semaine. Et le résultat final, on va pouvoir le voir là-bas. C'est vraiment un châssis sec, encore non rempli avec tous les fluides, qu'on va commencer à mettre en service lors de différentes étapes. Donc là, en même temps, combien de voitures sont assemblées ici? On a toujours à peu près 16 voitures à différents niveaux d'assemblage. D'accord. Vu que j'en fais 2 par semaine, ça dure 2 mois l'assemblage, ça fait 16 voitures dans l'atelier. Et après, il peut y en avoir plus si j'ai des voitures vraiment extrêmes au niveau de l'individualisation. Des Santodieci, c'est un peu plus long. Alors là, actuellement, on doit être à 18 voitures dans l'atelier. Donc là, c'est le résultat de l'assemblage du châssis. Donc on va monter les roues vraiment sur le box d'assemblage, mais on va pousser le véhicule pour le mettre sur le côté pour ensuite pouvoir le remplir. C'est ce qui se passe sur ce banc-là. Là, une Santodieci encore. Santodieci qui est en cours de préparation pour le 2e essai route. Donc lors du premier essai route, certains points ont été notés et du coup corrigés lors de ce petit passage. Alors le premier essai route, il fait à peu près 300 km. C'est un mix entre route de montagne, autoroute, mais aussi on a le problème en France, limitation à 130 km/h et on teste des fonctions qui apparaissent au-delà de 250.
Donc j'ai fait un partenariat avec l'aéroport de Colmar. D'accord. Et entre deux avions, on est enregistré avec un Toki et on va sur la piste d'atterrissage faire nos essais. Ça, c'est vraiment atypique, je pense. Vous êtes la seule marque au monde à le faire. Ouais. On est les seuls. Mais il y en a qui le regardent et qui sont aussi intéressés pour le faire. J'ai donné des idées à plusieurs. Alors, et ce qui est impressionnant, c'est que c'est vrai qu'il y a 300 km d'essais pour chaque voiture qui sort des ateliers Bugatti. Oui. Alors, les voitures, on les livre toujours à peu près entre 300 et 500 km au compteur. Nos clients le savent. C'est pour assurer justement que la voiture soit rodée et qu'il n'y ait pas non plus de premier souci, premier problème. Bel exemplaire. Donc, Santo Gecci, pour ceux qui ne savent pas, c'est 10 exemplaires seulement, si je ne me trompe pas. Et les 10 vont être faits cette année. On est plutôt chanceux de voir ça alors. Hein c'est ça. Alors, il y a une autre partie très importante que tu m'as montré tout à l'heure. Passer par là. Donc, il faut imaginer qu'ici, donc forcément, chaque véhicule y passe. Une fois qu'il a été rempli et démarré une première fois hors rouleau pour faire la mise en route en statique. Et ici, on va commencer à faire tout ce qui est réglage dynamique. Le point d'embrayage, vérifier que la communication entre les calculateurs se fait bien, adapter les calculateurs l'un par rapport à l'autre. Pour ce faire, donc on va mettre le véhicule sur le banc à rouleau. On va fixer chaque roue au sol par un adaptateur, parce que si jamais un rouleau devait bloquer, on ne veut pas que la personne soit propulsée. Ce serait dommage. Ça ferait désordre. Vu qu'on est dans une pièce fermée, il n'y a pas de contrevent qui est produit, donc on envoie de l'air frais sur les côtés, sur les radiateurs d'huile et l'aspiration d'air du moteur. La plaque orange là, va se lever pour envoyer de l'air frais au niveau des radiateurs. Et ici, on va absorber les gaz d'échappement. D'accord. On fait à peu près 60 km avec chaque véhicule ici. Et il y a toujours un opérateur dans le véhicule. Donc pour pas qu'il n'ait les gaz d'échappement, etc., on met des portes provisoires, on met un pare-brise provisoire et on branche en fait sur l'arrivée d'air de la clim directement de l'air de l'extérieur, de façon à ce qu'il puisse faire son essai sans être intoxiqué. Oui, bien sûr. Et du coup, sur ce banc de puissance, là, tu peux aller à combien en vitesse Alors on peut faire des accélérations pleine charge, donc avec les 1600 chevaux, et on simule des vitesses jusqu'à 200 km/h. D'accord. Ça nous permet de passer toutes les vitesses et de voir s'il y a des problèmes d'embrayage ou de problèmes d'adaptation de ce qu'on appelle le kiss point. Une fois que le châssis est mis en service, on va aller sur le 4e box, et c'est là où sont passées toutes les Bugatti pour monter l'extérieur sur le châssis. Là, on est au 4e box, c'est vraiment le box pour la carrosserie. Les pièces arrivent déjà peintes et en fait on va monter pour la 2e fois la carrosserie sur le châssis. Il faut savoir que chaque pièce a déjà été montée une première fois sur ce châssis chez notre fournisseur en Italie, qui va ajuster en fait les pièces de carrosserie les unes par rapport aux autres pour avoir tous les jeux et affleurements. Une fois que ça c'est validé en Italie, ça arrive en Allemagne où le véhicule va être peint. Les pièces de carrosserie vont être peintes et c'est bien important que le kit reste le même ensemble, c'est pour ça que les numéros de kit sont gravés dessus. Et là on va prendre à peu près 2 à 3 jours pour assembler la carrosserie sur ce châssis. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est une Super Sport. Il y a une chose intéressante sur les freins, parce que les disques de frein, moi j'en parle souvent dans mes vidéos, un disque de frein de Chiron, c'est 420 mm de diamètre. Donc je crois qu'il y a très peu de voitures dans le monde qui ont des disques de frein plus gros que ça du monde série. Et en fait, autour de ce disque de frein, tu as une sorte de carter ici, qui est là pour, si je me trompe pas, tu me dis, refroidir le système de freinage, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, on a l'air frais qui va arriver à côté des optiques. Là, on a un trou. L'air va être guidé jusqu'à cette protection thermique. Il y a des petites ailettes dedans. L'air frais, vu qu'on roule assez vite, va être propulsé, ça va faire un effet de turbine et ça va envoyer l'air chaud, vu que là on a des températures au-delà de 1000 degrés qui vont être produites. C'est comme quand on regarde Le Mans la nuit, c'est rouge. Tout rouge. Et donc on envoie cet air chaud hors de la jante. Et là, il y a un deuxième flux aérodynamique qui est proposé ici, qui va venir en fait couper ce flux et l'envoyer vers l'arrière du véhicule. À cette phase, il y a encore un petit peu de travail, puisque je vois que les contreportes, tout l'intérieur, l'habitacle. Il manque encore tout l'intérieur, ça va être la prochaine étape. Mais avant de passer à l'intérieur, la carrosserie, une fois terminée, on va la mettre au test de mettre sous la douche pendant une demi-heure, ce qu'on appelle le test de Moonzoom, pour vérifier qu'il n'y a pas d'entrée d'eau, de voie d'eau à l'intérieur. Une fois que ça c'est validé, on va aller au 5e poste, c'est là où nos collègues assemblent l'intérieur du véhicule. Là, on arrive quand même sur la fin. Ah oui, là, ça se termine. Là, ils ont déjà assemblé l'intérieur et ils sont en train de protéger le véhicule pour le fameux essai route dont j'ai parlé tout à l'heure de 350 km à peu près. Un point important sur les pneus, parce que les pneus, c'est quand même un des éléments super importants sur une Chiron. Donc là, on est sur du Michelin Pilot Sport Cup 2, si je ne me trompe pas. Cup 2, des pneus spéciaux pour la R avec un mélange spécial. Et donc ça, ils ont été développés spécifiquement pour ce modèle par Michelin. On a des pneus spécifiques pour la Pure Sport, pour la Chiron et pour la Super Sport.
D'accord. Ok. Donc à chaque fois, c'est des mélanges de gommes différents. Et alors là, on voit déjà une petite différence. On n'a pas d'aileron amovible comme Non, ça, sur c'est la une Super Pure Sport. C'est une Pure Sport avec l'aileron fixe. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui est faite vraiment plus pour le dynamisme sur circuit. Il faut savoir, dans la Chiron et la Chiron Super Sport, à 180 km/h, on va sortir l'aileron et il va aussi automatiquement se refermer à 120 km/h. Vu que c'est des vitesses qu'on atteint assez régulièrement sur un circuit, on veut éviter que la voiture monte et descende et que l'aileron monte et descende. Ouais, bien sûr. Et donc c'est pour ça que c'est fixé comme ça. On peut aussi le fixer sorti avec la Chiron. Ici, le but était aussi au niveau du design de donner un look plus agressif, plus sportif, vraiment taillé pour le circuit. Et j'ai une question, peut-être un petit peu bête, mais cet appendice aérodynamique qui est juste là, Ouais. il est là pour venir refroidir le moteur, améliorer la circulation du flux d'air dans le moteur. Alors ici, c'est le refroidissement des radiateurs d'huile. D'accord. Jusqu'ici et au-dessus, donc là et là, Ok. c'est ce qui part à l'aspiration du moteur. D'accord. Donc c'est Mais c'est scindé vraiment en... un endroit aérodynamique où on a le maximum de pression à haute vitesse. Et là, D'accord. c'est là où il y a le plus d'air qui arrive. Ici, c'est pour le plus le refroidissement des radiateurs. Et pour la maintenance du moteur d'une Ouais. Bugatti Chiron, on le fait pas comme sur une voiture classique, on va pas soulever le capot moteur. Alors le capot, il n'y a que dans un de nos 36 partenaires dans le monde où on peut faire une révision. D'accord. Sinon c'est ici. Sinon, c'est ici. D'accord. Ouais. Donc on est à 37 points dans le monde où on peut faire une révision. Bien sûr, il y a D'accord. Molsheim en premier. Ok. Donc à partir de ce moment-là, donc là on est sur quasi la phase finale du véhicule. Oui, alors là on est donc préparation essai route. D'accord. On va faire un premier essai de 300 km. On va revenir sur l'autoroute pour refroidir le véhicule. Ok. Le lendemain, on va changer l'huile de boîte, changer les roues. Là, les roues que vous avez dessus, c'est pas les roues définitives, c'est nos roues D'accord. internes parce qu'on veut pas abîmer les roues du client D'accord. avec 300 km dessus, vu qu'on fait des essais assez poussés quand même. Et par exemple, un des tests qu'on fait, c'est un freinage ABS à 250. Ouais. On veut pas donner des pneus marqués. Donc c'est pour ça qu'on va mettre les roues client. Le fond plat, c'est pas non plus le fond plat du client qu'on a pour le premier essai. D'accord. C'est le nôtre pour éviter les rayures dans les Vosges. Ça peut arriver avec Ouais. des cailloux. Et puis la protection Et aussi les de la protections, carrosserie. c'est pour éviter, réduire la quantité de travail après en préparation. Ok. Donc là après, une fois que l'essai routier a été fait, On va passer dans à le tunnel de l'inspect- lumière. Voilà, Il y c'est a une ça. préparation d'abord en cabine D'accord. qui se passe ici au niveau du polish et de la finition, on va dire. Ok. Et après, ça passe dans le tunnel de lumière. Et là je vois beaucoup de sièges. Ouais, c'est des qui sièges sont juste internes là. D'accord. pour des véhicules lorsque on doit les déplacer alors que l'intérieur n'est pas monté ou si il y a un défaut ou un retard sur un siège, on prend cela pour faire nos essais. Et alors les selleries en cuir, tous les intérieurs sont confectionnés ici. Alors, il s'est assemblé ici dans le véhicule, bien sûr, D'accord, ouais. mais le siège vient d'Italie et l'intérieur, lui, complet, vient d'Allemagne. C'est vraiment l'assemblage, il y a C'est uniquement l'assemblage qui est final fait ici, ici. ouais. D'accord, la confection c'est à chaque fois Ouais. chez d'autres experts. En fait, et nos clients viennent au moins une fois à Molsheim. Ça peut être une fois pour découvrir la marque et peut-être avoir l'envie d'acheter un véhicule. La deuxième fois, ça va être pour configurer son véhicule avec nos designers ici. Donc c'est là où on va travailler avec lui sur la configuration, l'individualisation, les points spéciaux qu'il veut avoir dedans. Après, on a des clients qui viennent aussi pendant l'assemblage parce qu'ils veulent participer eux-mêmes, même monter quelques pièces eux-mêmes de leur véhicule. Ok. D'autres clients qui viennent pour faire l'essai route avec nous. C'est une bonne façon de découvrir son futur véhicule, d'apprendre chaque fonction, etc. Parce qu'on teste tout. La 4e version, la 5e version, c'est lorsqu'il vient pour récupérer son véhicule directement ici à l'usine. Juste derrière, c'est pas une cabine de peinture. C'est une cabine de réparation, De de réparation. peinture D'accord. et d'optimisation de finish. Quand il y a un caillou qui a traversé un film ou quoi, c'est là que ça va être réparé. Et est-ce que tu pourrais nous montrer une voiture justement sur laquelle il y a plusieurs éléments qui doivent être modifiés, arrangés Donc là par exemple, qu'est-ce qui se passe? On a identifié sur la voiture des légers défauts. C'est ça, il y a des légers défauts, donc c'est ce qui a été noté par notre auditeur avec ces marquages blancs là. Et donc ça va passer en cabine de peinture pour essayer de le sortir au niveau du polish. Là par exemple, malheureusement, le sacre Graal emblème Bugatti a été endommagé lors de l'essai route. Il y a l'émail qui est pété ici au niveau du harpe. Là il faut le changer. Il faut le changer. Ok. Ça fait partie des choses. C'est pour ça qu'il y a un petit sticker vert dessus. Voilà. Ok. Donc en gros, cette phase d'inspection, elle dure environ 6 heures. Et puis après, tu as l'inspection finale dont tu t'occupes avec d'autres personnes. C'est ça, donc on se rejoint avec le directeur de la qualité, le directeur du service après-vente, le directeur des ventes et ma personne. Et donc on va regarder encore chaque véhicule à peu près pendant une demi-heure D'accord. pour être sûr que la voiture a bien le niveau de qualité qu'on veut livrer. Ça permet aussi d'être sûr qu'il n'y a pas de défaut au moment de la livraison. Par la suite, il y aura encore un deuxième test fait. Si la voiture doit partir par exemple par avion ou par camion chez un concessionnaire, il va faire une inspection avant la livraison lui, D'accord. et pour être sûr que c'est bien un défaut de livraison et pas Un défaut de fabrication. Donc là, en fait, une fois que tout a été vérifié, l'inspection finale a été validée par tes soins, Ouais. la voiture est prête à être livrée au client. Voilà. Donc le client peut venir la récupérer ici. Ici ou chez l'un de nos 36 concessionnaires, ou on lui rapporte aussi directement chez lui, ça peut arriver aussi. Et à ce moment-là, c'est toujours une grande cérémonie, la remise J'imagine. de sa nouvelle Bugatti. Alors ces
s'est fait où cette cérémonie Bugatti? Alors Vous la avez plupart une du salle temps, c'est spéciale à la remise, là où on fait aussi les configurations avec les clients. C'est là où la plupart des clients passent leur temps chez nous. Mais après, ça peut être dans le showroom ou dans le garage du client directement. D'accord, très bien. Donc là, ce bâtiment, c'est ce fameux bâtiment où les livraisons ont lieu si le client veut se Les faire livrer. livraisons, les configurations et les signatures de contrat aussi souvent. D'accord. Et on a une voiture qui a été présentée il y a quelques jours seulement. Alors on l'a présenté à Pebble Beach, c'était au mois d'août. Et là, dernièrement, pour une première européenne à Chantilly. Donc cet exemplaire va commencer à être livré en Seulement 2024. 2024 C'est et ça. 2025, c'est les 2 années où on va produire notre WS16 Mistral. Qui est une version donc découvrable, ceux qui n'ont pas encore compris, de la Bugatti Chiron. C'est un roadster, vraiment pour moi la meilleure façon de vivre l'expérience de conduite du W16. C'est là où on va entendre les rugissements du moteur, mais les rugissements pas non plus très élevés, ça reste très rauque, très sourd. On savoure aussi l'aspiration d'air du W16. À chaque fois que les turbos se déchargent, vous avez un psh psh. Ouais, j'ai pu le tester avec Andy. Effectivement, on le sent pas lorsqu'on est à l'intérieur du véhicule et que les vitres sont fermées. En revanche, dès qu'on baisse les vitres Voilà. et qu'on accélère un petit peu, qu'on relâche d'un coup, on sent le wastegate lâcher. C'est ça. Vous Lâche un imaginez petit ce qui se passe dans un roadster. Donc sur cette Mistral, est-ce que tu peux nous dire quelques éléments sur cette voiture? Parce qu'on voit déjà que les optiques ont été retravaillées, que l'avant a été En redessiné. fait, toute la carrosserie a été complètement retravaillée. La W16 Mistral, c'est vraiment un hommage à notre W16. C'est pour ça qu'on voulait faire une version ouverte. Ensuite, au niveau du design, on considère ce véhicule comme dans notre catalogue de Few Off. Donc, on avait fait la Divo, 40 unités. On a fait la Cento Decci, 10 unités. On a fait la voiture noire, une unité. Et là, par contre, on passe à 100 unités avec une carrosserie et un monocoque forcément complètement revisité. Vu qu'il manque le toit, il a fallu revoir toute la structure pour améliorer la rigidité. Et c'est une carrosserie en carbone. Au niveau des éléments de design, on reconnaît l'ADN d'une Bugatti avec l'arête centrale, en fait, depuis l'Aveyron qu'on retrouve sur la Chiron. Est-ce qu'on voit On a également les arêtes sur les ailes, qu'on retrouve aussi depuis le début. On retrouve la Signature Line d'une façon un peu plus, je dirais, moderne, en allant du haut du montant A, en passant par l'aspiration. Est-ce qu'on peut le montrer comme ça, qu'on le voit correctement en vidéo? Donc la Signature Line, c'est le C qui part de là et qui rejoint en fait l'avant du véhicule. C'est une façon un peu plus moderne de la représenter. Sur l'arrière du véhicule, là, on retrouve aussi des éléments de design qu'on a présentés dans notre bolide, avec le fameux X à l'arrière, des feux arrière. Qui est repris dans la signature lumineuse, là. On le voit bien. C'est un intérieur de Chiron. Mais modifié, avec un design, je dirais, color and trim un peu différent par rapport à la Chiron. On va avoir un autre type de siège qui est un peu plus dynamique et avec un meilleur maintien au niveau des épaules. C'est impressionnant. Ouais. On est sur des feux à LED. Feux à LED, tout à fait. Ouais. Un peu du même principe que ce qu'on avait déjà fait sur la voiture noire au niveau du concept, mais au niveau de la forme, on est plus sur une reprise de ce qu'on avait défini avec le bolide. Impressionnant. Je vois aussi une des différences, c'est que la vitre qui sépare l'habitacle de la partie extérieure, sur la partie arrière, elle est plus délimitée par une arête centrale. Non, parce que l'arête, on l'a juste en haut. Par contre, l'arête est bien reprise ici. Bien reprise ici, et vous poserez plus tard encore l'aileron qui va sortir. Qui sera amovible. Qui sera amovible. Oui. D'accord. Et puissance, on sera sur une Alors puissance, on a repris comme base, on a pris la Super Sport dans 1600 chevaux et la boîte de la Super Sport. Et on part sur une vitesse maximum sans le toit au-delà de 400 km/h. Sans toit? C'est ce qu'on faisait déjà avec la Grand Sport Vitesse. L'Aveyron Grand Sport Vitesse à l'époque a fait le record à 408 km/h. Là, il y a matière à faire encore mieux, mais bon, on ne court plus après les records actuellement. On va définir une vitesse maximum. On va valider cette vitesse maximum pour avoir les papiers correspondant au véhicule, mais ce ne sera pas pour faire un record ou quoi que ce soit. Et alors, le prix a été annoncé sur la Mistral? Oui, 5 millions d'euros. Comme je l'ai dit, c'était une centaine d'unités et les 100 unités ont été vendues en 6 semaines. Donc je suis dans la situation assez confortable de dire que la production est assurée jusqu'en 2025. Le carnet de commandes est rempli et malheureusement, actuellement, je n'ai pas grand-chose à vendre. Ça s'appelle avoir une bonne visibilité. Voilà. Et donc dans cette pièce qui est assez gigantesque, donc là il y a une Mistral, il y a un écran énorme qui est juste derrière nous, donc c'est sur cet écran que vous faites des configurations avec des clients. On peut avoir pratiquement la voiture en taille réelle, ça nous permet de travailler vraiment correctement avec le client sur sa configuration, mais aussi si le client vient avec la photo de sa collection dans son garage, on peut placer le véhicule dedans pour voir si ça correspond à ce qui reste. Pas mal. Il y a des enceintes qui sont juste à côté, sigles EB, donc ça c'est des accessoires que vous vendez. C'est des accessoires sous licence que nous faisons avec un partenaire qui fait également le système audio du véhicule. Et ça, c'est plus pour la maison en Wi-Fi, quoi.
D'accord. Il y a un moteur, là-bas c'est purement de la décoration ou c'est pour expliquer véritablement au client comment C'est pour fonctionne? expliquer comment ça fonctionne et ce qu'on a fait, etc. Le W16, la base, on l'avait déjà dans l'Aveyron. Il faut savoir que l'Aveyron, c'était avec 1001 chevaux, 1200 chevaux. Maintenant, on est passé à 1500 et 1600 chevaux. Et cette augmentation de puissance, on a réussi à le faire sans augmentation de poids. Okay. Comment on a fait? En utilisant beaucoup de matériaux composites. Si j'enlève le capot qui est là, vous voyez les piles d'admission qui sont là, c'est tout en carbone, alors que normalement c'est une pièce en aluminium coulé. Donc ce qui est beaucoup plus lourd. Voilà. Et pour avoir la puissance, on a augmenté la taille des turbos. En augmentant la taille du turbo, on augmente aussi malheureusement le trou de turbo. Et c'est pour ça qu'on a mis un système de registre. Donc on n'active pas les 4 turbos en parallèle dès le début, mais d'abord il y a 2 turbos qui sont activés. À 3800 tours, on va activer ensuite le 3e et le 4e. D'accord. Et ça nous permet d'avoir à partir de 2000 tours le couple maximum, et ce jusqu'à 7000 tours. D'accord, c'est un système à 2 étages, c'est ça? C'est ça, mais on ne sent pas le trou lorsqu'on bascule de l'un à l'autre. Donc en fait, quand tu roules à basse vitesse, il n'y a que 2 turbos qui vont fonctionner. Et lorsqu'on est à pleine charge, en revanche, là, les 4 turbos vont fonctionner de concert pour pouvoir envoyer. C'est ça, mais c'est pas seulement en pleine charge, c'est dès 3800 tours. Pour pouvoir transmettre tout le couple, en fait. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est l'arrière-pièce. Ici, vous avez les configurations classiques. Et si vous cherchez vraiment à individualiser votre véhicule, vous pouvez prendre rendez-vous. Et là, c'est dans un cadre plus peaufiné, où on va choisir les coloris spéciaux, des couleurs spéciales, des matériaux spéciaux, et donc travailler à la configuration. D'accord, impressionnant. On n'a pas besoin d'être pilote pour conduire une Bugatti. En fait, une Bugatti, c'est d'abord une voiture de luxe qui est aussi la plus rapide. Et donc, il faut que ce soit disponible et accessible à nos clients. Et c'est pour ça que lorsqu'on monte dans une Bugatti, on se dit « Oh là là, 1600 chevaux, comment je vais faire ?» Non, ça se conduit facilement, très facilement, comme n'importe quelle voiture, grâce à sa boîte de vitesse automatique, bien sûr, et surtout à l'élasticité du moteur. Ce fait qu'on ait le couple maximum à 2000 tours jusqu'à 6000 ou 7000 tours, ça dépend du modèle. C'est fantastique, quoi. Et puis, transmission aux 4 roues, des aides à la conduite qui ne sont pas intrusives du tout. Mais là, en fait, la voiture est hyper saine, même dans les virages. Moi, j'ai eu un petit peu peur, j'avoue, la voiture coûte cher dans les premières courbes. Et en fait, on se sent en confiance assez rapidement. On se rapproche des limites physiques. Et c'est ça aussi qui peut être dangereux, c'est qu'on prend toujours plus confiance en soi. Et à un moment, par contre, quand la limite physique est atteinte, là, il faut éviter. Ça reste un véhicule, c'est pas de la magie. Bon, on va aller voir à la remise Nord notre petite collection de voitures emblématiques de la marque. Ok. Ah ouais, là, effectivement, on a quelques bijoux. Bon, là, un mythe. La Bugatti Royale. L'un des 6 exemplaires. Parce qu'il n'y a que 6 exemplaires, il faut le rappeler. C'est ça. Il y en a un de ceux-là qui est là. Il y en a 3 autres à Mulhouse et 2 autres en collection privée. C'est estimé à combien une Royale comme ça? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Okay. Je crois que les dernières offres qu'il y a eu pour une des voitures en possession privée, on parlait de 60 millions, même plus. Okay. Non, ça n'a pas... pas vraiment de cote. Il n'y en a pas à vendre, donc ça n'a pas de prix. Donc voilà le moteur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ettore Bugatti a commencé à commercialiser ce véhicule, c'était en 1929. Grande crise économique, une voiture prévue pour les rois, mais même les rois ont hésité à investir dans ce type de véhicule alors que c'était en pleine crise. Et en fait, il a pratiquement mis son entreprise en faillite à cause de ça. Et pour sauver l'entreprise, il a répondu à un appel d'offres du train français, du rail français. Et en fait, il a construit un autorail, donc le TGV, je dirais, d'aujourd'hui, capable de rouler à 190 km/h, propulsé par 2 ou 4 moteurs de Bugatti Royale. Donc le moteur, combien de puissance, qu'on se rende compte un petit peu? Et c'est assez puissant pour propulser un train. Ok, d'accord. Ouais, bon, on se doute de la puissance alors. Et on est dans un atelier historique En fait, c'est là où on a rassemblé nos véhicules historiques. C'est un peu notre garage de luxe. Avec la Royale, à côté la première Bugatti électrique. Ok. C'est Ettore qui avait à l'époque fait pour lui, pour se déplacer justement sur le site. D'accord. Et ce qui est rigolo, c'est que le moteur qui propulse cette Bugatti, c'est le démarreur de la Royale. D'accord. Et ça se fait avec une barre pour la direction. Et c'est un véhicule homologué jusqu'à 35 km/h. Ok. Et vu que des clients venaient souvent à Molsheim, ils ont vu ça, ils ont dit « Moi aussi j'ai un grand domaine, j'aimerais en avoir une ». Et à la fin, c'est devenu une série de 12 véhicules et c'est un peu l'ancêtre du Caddy du Golf qu'on connaît maintenant, quoi. Ouais, c'est marrant. Et là, on a une Super Sport. Donc c'est un véhicule d'essai qu'on a garé ici pour l'instant. Et derrière vous avez une 35 et une 53. Où là, en fait, c'est une évolution de la 35 avec un compresseur et un double Arvacam. Là aussi, on est sur des voitures extrêmement rares. Oui, c'est des voitures de Grand Prix, c'est les Formule 1 des années 30. Ouais, c'est ça. On le voit avec... Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait toujours un copilote qui était le mécanicien. Et lui, son travail, c'était de vérifier les pressions d'huile et d'essence
et si besoin, avec les pompes qui est sur le côté, les corriger. Et il fallait toujours la taille jockey parce que c'était du poids et aussi quand on voit la largeur des sièges, il fallait pas être épais. J'aurais eu un peu de mal, je pense, à rentrer dedans. Bon, ça va, t'inquiète pas. Voilà, ici encore, c'est une petite collection de pièces qu'on avait faites pour nos Veyron à l'époque. Donc là, c'est un pare-choc de Black Bess qu'on a dû changer parce que le client avait fait un petit accident, vous en bas. Ici, c'est une aile de l'or blanc, une configuration qu'on avait fait avec la fabrique de porcelaine de Berlin, à l'époque, avec un design un peu zébré sur la voiture, un peu comme sur le décor des pièces de porcelaine. Et puis, nous avons ici aussi un autre symbole, c'était les pare-chocs en aluminium poli. On avait fait des éditions spéciales avec la Pur Sang, où là, on avait décidé de montrer les vrais matériaux du véhicule. Et donc, sur l'Aveyron, vous aviez au milieu des pièces en carbone, sur les côtés que des pièces en aluminium. Et donc, les pièces que vous voyez là, c'est vraiment l'aluminium qui est poncé, poli et juste protégé avec 2 couches de vernis. D'accord, il n'y a pas de peinture par-dessus, Rien quoi que ce soit, c'est de la matière quasi brute. C'est ça, juste protégé pour la corrosion avec un peu de vernis. Je vois une affiche intéressante avec une voiture très rare. Une Atlantique, oui. Une Atlantique. Les Atlantiques aujourd'hui, il y en a encore qui sont recensés ou... Il y en a encore. Il y en a une aux États-Unis. Il y en a la fameuse voiture noire qui a disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc celle-là, on ne sait pas où elle est. Il y a quelques reconstructions qui ont été faites. Et sinon, c'est tout ce qui reste. Il y en a une qui a passé sous un train aussi. Ouais. Et la voiture noire, pas de nouvelles alors? Toujours pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Toujours recherchée, et le jour où elle sera trouvée, ça sera certainement la voiture de collection la plus chère au monde, parce que c'est un petit peu comme le trésor caché depuis la guerre qui a disparu, personne ne sait où il est, il réapparaîtra un jour. J'espère bien en tout cas. Là, ça finit parfaitement cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas Christophe pour cette visite. Pas de quoi, avec plaisir. Extrêmement détaillée, où tu es vraiment passé par toutes les phases, entre le moment où la voiture arrive dans les ateliers sous forme de monocoque jusqu'au moment où elle va être livrée. C'est une expérience assez incroyable que tu nous as partagée. Je tiens vraiment à te remercier. Et sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est chaque vendredi à 17h, je diffuse une vidéo, donc abonnez-vous, et pareil sur mon compte Instagram. Merci beaucoup. Pas de quoi, Nicolas. Et à très bientôt. À bientôt.